capitaine de Sylvia Raoult et Philippe Bouki. Et donc en réalité, ce qu'elle fait est extrêmement important parce qu'on se rend compte que le pouls est un vecteur formidable pour transporter tout un tas de microbes d'une personne à une autre. La gamme des microbes s'élargit d'année en année, ne serait-ce que pour les bactéries. Je ne sais pas si quelqu'un a d'ailleurs même regardé des virus ou autre chose dans les pouls. Je pense que non, je ne suis pas sûr. En tous les cas, pour les bactéries, il est évident que c'est un vecteur de bactéries, dont certaines n'ont pas un rôle encore très très clair. Et donc le travail d'Aurélie est particulièrement important pour comprendre un petit peu comment se passent les relations entre l'homme, les pouls de l'homme, les bactéries éventuellement qui sont dedans, et c'est vraiment un sujet d'actualité. Vous savez qu'on continue à être infesté par des pouls de tête. Je ne sais pas si c'est la même chose ou pas, peut-être que tu contribueras à éclairer notre intervention. Enfin, vous savez que, y compris dans les villes modernes, d'Europe moderne en 2011, eh bien, il y a régulièrement des épidémies, au moins de pouls de tête. Personnellement, je ne comprends absolument pas la dynamique, l'origine, la disparition, ainsi de suite. Et donc, c'est en réalité un sujet qui est tout à fait en phase avec ce que l'on observe quotidiennement. Donc, merci beaucoup par avance pour cette présentation. Bon, je commence par m'excuser pour mon retard. C'est pas du tout mon habitude. Donc voilà, je suis en deuxième année de thèse. Je travaille sur la caractérisation génotypique et phénotypique des pouls de tête et pouls de corps de l'homme. Je travaille sous la direction du professeur Didier Raoult et Philippe Bouki. Il y a deux grandes familles de pouls de l'homme, les ptéridés, qui sont les pouls du pubis, et les pédiculidés. Parmi les pédiculidés, on trouve les pouls de corps et les pouls de tête. Les pouls de corps vivent dans les vêtements et peuvent transmettre au moins trois grandes maladies, le typhus épidémique, la fièvre des tranchées et la fièvre récurrente à pouls. Les pouls de tête, eux, leur rôle épidémiologique dans la transmission de ces maladies est assez controversé. En général, la spéciation pouls-tête, pouls de corps est considérée comme étant allopatrique, mais dans certains cas particuliers, comme par exemple chez les sans-abri, ou les sans-abri qui ont des infestations massives de pouls de tête et pouls de corps sur une seule et même personne, dans ces cas-là, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des flux de gènes qui apparaissent entre ces deux types de pouls. Donc beaucoup d'études ont été faites précédemment sur le sujet. Avant 2003, c'était des études principalement morphologiques, donc avec certains auteurs qui considèrent que les caractéristiques morphologiques que l'on peut distinguer différentes entre pouls de tête et pouls de corps ne sont pas assez constantes que pour vraiment considérer ces deux types de pouls comme étant deux espèces à part entière. Mais d'autres auteurs ont l'avis contraire. À partir de 2003, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'ADN génomique et l'ADN mitochondrial. Et ce qui est généralement constaté, c'est qu'en fait, il existe trois grands phénotypes de pouls. Le phénotype A, qui renferme à la fois des pouls de tête et pouls de corps et répartis de façon mondiale. Et ensuite, le phénotype B et C, qui comprennent uniquement des pouls de tête et qui ont des répartitions géographiques bien distinctes. Un autre papier a été publié en 2005 et ils ont travaillé sur des pouls de tête et pouls de corps sur 7 personnes différentes. Et ils ont réalisé aussi un génotypage sur des marqueurs microsatellites. Et eux, ils ont comme résultat qu'en fait, il n'y a pas de migration de tête à corps ou de corps à tête, c'est uniquement une épidémiologie bien séparée, pouls de tête, pouls de corps. Donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup d'études assez controversées. En 2008 encore, il y a une étude qui a été faite sur tous les gènes qui sont disponibles sur GenBank, donc il y en a 6. Et ils ont conclu qu'en fait, lorsqu'on fait de la génétique des populations sur ces données, on ne peut vraiment pas distinguer deux groupes monophylétiques distincts, tête-corps. Donc c'est vraiment, on ne peut pas les considérer comme des espèces distinctes. Donc je suis occupée d'écrire une revue sur le sujet, avec en première partie d'abord des aspects généraux de la biologie des pouls, et puis en seconde partie ce qui est connu sur le génome du pouls, le génome mitochondrial et également le génome de son symbionte. Et puis les deux dernières parties, qui sont en sens le plus intéressant, c'est quels sont l'état d'avancement des travaux sur le statut taxonomique du pouls de tête et du pouls de corps. Alors, les objectifs de ma thèse,
Donc, le principal objectif, c'est qu'on voudrait en savoir un peu plus sur les poules-têtes, les poules-corps, et les caractériser d'un point de vue génotype et d'un point de vue phénotypique. Donc pour ça, j'ai fait du multispessor typing, j'ai également fait de la spectrométrie de masse. J'ai travaillé on a essayé de voir s'il y avait une influence de la densité de poux par rapport à leur préférence de ponte, s'ils préféraient pondre sur les cheveux ou sur les tissus en fonction de leur densité. J'ai également fait quelques travaux, ça c'est en cours, sur plus de caractéristiques morphologiques avec la détection de fluorescence. Et j'ai également participé à 2 autres études avec un travail en amont de celui d'Amina, qui vous en parlera lors d'un prochain séminaire, donc sur la culture in vitro. Et j'ai également participé au programme AirPooper, qui a pour but d'évaluer l'efficacité de la distribution de sous-vêtements imprégnés de pyréthrinoïdes à une population d'SDF et voir quel effet ça a sur les populations de poux et le développement de résistance. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler uniquement des 2 premiers sujets, qui sont le sujet principal sur lequel je travaille, donc la caractérisation génotypique et phénotypique des poules-têtes et poules-corps par multispessor typing et par spectrométrie en masse. Donc tout d'abord, le typage. On a choisi de travailler sur 4 espèces intergéniques distincts qui ont été montrées par notre laboratoire en 2010 comme étant très polymorphiques. Donc ça permet d'être le témoin d'événements récents et populationnels. Donc j'ai travaillé sur ces 4 espaces intergéniques. Et donc je me suis rendue dans un foyer de sans-abri à Marseille. Alors le but était de trouver des gens qui avaient à la fois des poules-têtes et des poules-corps pour voir si les génotypes retrouvés sur la tête et sur le corps étaient identiques. Seulement on a voulu éviter le problème éventuel de migration de poules de la tête vers le corps ou inversement. Donc on a choisi de non pas travailler sur les stades mobiles du pou, à savoir les larves ou le stade adulte. On a récolté des œufs. Donc on a récolté des œufs sur les cheveux et sur les vêtements. On les a laissés incuber au laboratoire à 29 degrés et 70% d'humidité jusqu'à éclosion, et après on a fait le génotypage sur les larves dont on connaît finalement l'origine. Donc j'ai fait ce travail sur 26 poules-têtes et 37 poules-corps. Et lorsque, vous savez, le pou est diploïde, donc il arrivait parfois que j'avais des doubles pics sur mon chromatogramme après séquençage. Donc dans ce cas-là, j'ai fait du clonage et j'ai séquencé les clones. Donc voici les résultats. Donc chaque petite mosaïque représente un pou. Donc ils sont répartis sur 5 SDF différents, les poules-têtes en haut et les poules-corps en bas. Donc chaque petite mosaïque de pou est divisée en 3 lignes. Donc c'est les 3 spesseurs PM23, S2 et S5. Le 4e spesseur, je ne l'ai pas représenté parce que j'avais le même génotype pour tous les poules, donc ça n'avait pas de valeur informative. Ensuite, il y a 2 colonnes. Vous voyez ici, il y a à chaque fois 2 colonnes, donc ça c'est pour les deux allèles que j'ai retrouvés. Donc on peut voir comme ça globalement, a priori, que bon, la population semble très hétérogène. Après, on a voulu regarder plus en détail, on a vu qu'il y avait 2 poules-têtes et 2 poules-corps sur le même SDF qui avaient les mêmes génotypes au niveau des 3 spesseurs. Donc ça c'est intéressant, on peut émettre l'hypothèse que peut-être c'est la même femelle qui a été pondre aux 2 endroits. Bon après ça reste que des hypothèses. On a voulu regarder ces résultats plus en détail. Donc on a fait de la génétique des populations avec l'aide de l'équipe de Fontenil à l'IRD Montpellier. Donc on a travaillé avec un programme qui s'appelle Harlequin et on a fait de l'analyse de variance moléculaire. Donc pour ça, on a travaillé de 2 façons différentes. C'est pour ça que j'ai séparé la diapositive en 2 parties. Donc tout d'abord, on a voulu séparer nos données en 2 grands groupes, les poules-têtes, les poules-corps, et puis chaque groupe divisé en 5 populations pour les 5 sans-abri. Et dans l'autre partie de la diapo, l'autre façon de travailler, c'est diviser nos data en 5 grands groupes pour les 5 SDF, et puis diviser chaque groupe en 2 populations, à savoir les poules-têtes et les poules-corps. Et donc, on a fait une analyse de variance moléculaire basée à la fois sur la fréquence des génotypes et aussi sur les variations en séquence. Et donc, ça nous permet de calculer le pourcentage de variation qui est expliqué soit par des différences entre groupes d'une même population ou par des différences entre populations au sein d'un même groupe ou encore par des différences entre groupes.
Donc de chaque fois dans les deux cas. Alors les résultats, je les ai mis sous format, sous forme schématique pour que ce soit plus simple. On a obtenu en fait, on n'a pas pu montrer de structuration pouls de tête, pouls de corps. La plupart des variations, la plupart des variations observées au niveau des génotypes sont en fait dues à des variations individuelles entre poux au sein d'une même population. Et on a pu observer également un faible signal de structuration entre SDF, avec chaque SDF qui a quand même sa propre population de poux. Mais on a quand même rencontré quelques problèmes parce que lorsqu'on fait un calcul de l'équilibre d'Hardy-Weinberg, on se rend compte que les populations ne sont pas en équilibre de liaison. Donc du coup, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de typage, peut-être pas assez de clones séquencés. Donc du coup, il y a des fois où peut-être on a considéré que le pouls était homozygote ou hétérozygote pour un locus alors que ce n'était pas le cas. Donc pour cela, il faut vraiment séquencer beaucoup plus de clones. Ça demande beaucoup de travail, donc on a décidé de changer de technique et de travailler et d'utiliser la technologie 454, séquençage 454, qui permet de séquencer des centaines d'amplicons en même temps et qui permet donc d'être sûr à 100% de l'homozygocie ou de l'hétérozygocie de chaque pouls à chaque locus. Et ça permet d'éviter les erreurs. Et c'est possible grâce à un barcodage des primers. On utilise un primer différent pour chaque coup, on poule tout et après on sait retrouver quelle séquence appartient à quel coup parce qu'on a un petit barcode qui nous l'indique. Donc ça, le travail est en cours, je ne peux pas vraiment vous montrer le résultat. Pour ce qui est de la deuxième partie, la spectrométrie en masse, on a dû mettre au point un protocole d'extraction de protéines. Donc on s'est basé sur le protocole d'extraction de Nid qu'elle avait utilisé pour l'extraction des protéines de la pulpe dentaire. Mais bon, on l'a bien simplifié pour que ce soit le plus simple et le plus efficace possible. Et on s'est créé une toute petite base de données dans un premier temps, avec 4 coups de tête, 4 coups de corps de terrain, et 8 poux de laboratoire, donc des poux qui sont cultivés sur lapin, ici au 6e étage. Et on a pris donc moitié mâle, moitié femelle, et on a utilisé 4 spectres par poux pour analyser les résultats. Donc voilà le type de spectre qu'on obtient, donc les pics sont assez bien marqués. Alors je vous montre. En fait, donc j'ai été aidée de Adil, bien sûr, pour faire ces analyses. On peut vraiment voir une séparation mâle-femelle, donc il y a vraiment des pics spécifiques qui différencient les mâles des femelles, ce qui a priori est logique, donc chez les poux de terrain. Et quand on regarde les résultats qu'on obtient chez les poux mâles, on se rend compte qu'en fait on peut vraiment différencier 2 clusters, poux de tête et poux de corps. Donc parmi les 32 pics qui sont présents dans tous les échantillons de poux mâles, il y en a 22 qui séparent bien les poux de tête et les poux de corps. Par contre, si on reprend ces 22 pics qui sont spécifiques, poux de tête, poux de corps, et qu'on regarde s'ils sont présents chez les femelles, on se rend compte qu'il n'y en a que 12 qui sont présents chez les femelles, et aucun d'entre eux n'est discriminant pour différencier poux de tête et poux de corps. Donc là, on en est là. Et puis, on a fait la même analyse sur les poux de lapin, et là, on se rend compte qu'on n'a même pas de clusterisation mâle-femelle. Tout est mélangé. Donc, en conclusion de ces premiers petits résultats, on peut voir qu'en fait, la séparation mâle-femelle qu'on avait chez les poux de terrain, en fait, ce n'est que le signe de phénotypes qui ne sont pas unisexes, bien sûr, sinon on les aurait retrouvés également chez les poux de laboratoire. Et bon, ça peut s'expliquer peut-être par le fait que donc, les poux de laboratoire sont très clonaux et sont dans un environnement très stable, donc les signaux qu'on a obtenus spécifiques mâle-femelle étaient en fait que